Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal en langue française. Nous sommes mardi 1er mars 2022. Au sommaire, célébration ce mardi de la journée internationale dédiée à la protection civile. En marge de cette journée, le ministre burundais de la sécurité publique interpelle différents intervenants dans ce secteur à se doter d'un mécanisme adéquat d'assurance, plutôt d'assistance et de secours en cas d'urgence humanitaire. La jonction de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge et du boulevard Mutaga 3, assez au sud de la capitale économique Bujumbura, nécessite d'être réhabilitée de façon durable. Les usagers n'en peuvent plus des embouteillages. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Dans un instant, les détails. Bonsoir, je vous le disais dans les titres, la jonction de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge et du boulevard Mutaga 3, plus précisément au petit séminaire Kagnochassé au sud de la capitale Bujumbura, tarde à être réhabilité malgré les cris d'alarme persistants des usagers de ces deux routes. Ces derniers se plaignent des embouteillages qui s'y produisent et craignent des accidents qui pourraient subvenir à tout moment. Pour eux, des travaux durables de réhabilitation sont plus que nécessaires pour une solution à long terme. Suivez ce reportage de Sheila Irambona. Cette partie de la route dont on parle se trouve derrière le petit séminaire de Kagnocha, entre le boulevard Mwendigisabo et la route nationale numéro 3. Les usagers de ces routes indiquent que dépasser cette partie de la route est un véritable casse-tête. Ils se plaignent également que ceux qui réhabilitent cet endroit utilisent souvent un peu de moyens car il est détruit chaque fois. Nous, quand nous dépassons cet endroit, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Les voitures tombent dans ces trous, leurs pneus sont endommagés et nous ne voyons personne venir réhabiliter cette partie de la route pour qu'elle reste en bon état. Cette partie de la route est vraiment endommagée. Nous risquons un accident lorsque nous y passons. Les poids lourds ont une part de responsabilité lorsqu'ils y passent. Cela veut dire que ceux qui réhabilitent cet endroit utilisent des moyens peu suffisants. Le fait que cette partie de la route soit endommagée crée des embouteillages pendant les heures de pointe. Se plaignent également ces gens. Ils demandent aux responsables administratifs d'utiliser plus de moyens pour bien réhabiliter cet endroit. Lorsqu'une personne veut bifurquer à cet endroit, il arrive qu'elle remarque que cet endroit est endommagé et qu'elle préfère attendre. Cette route crée des embouteillages. Nous demandons que cet endroit soit bien réhabilité. Comme ça, les voitures pourront bien circuler. Plus de 3 mois viennent de s'écouler alors que cette partie de la route est ainsi. Des informations recueillies parmi la population sur place. L'Union européenne ne peut pas intervenir militairement dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est l'analyse de Maître Jacques Vitabavadje, expert en droit international public, sur le conflit ukraino-russe déclenché le 24 février courant par une opération militaire russe sur l'Ukraine. La solution pour sortir de cette crise serait impérativement des négociations entre les deux États. Suivez cette analyse de Maître Jacques Vitabavadje. L'Union européenne tarde à intervenir et à mon avis, elle n'interviendra pas. Parce que ça, c'est une des illustrations de la faiblesse de l'ONU. Tout part de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez, la Charte des Nations Unies de 1945, quand on a mis en place cette charte, il y avait 5 membres permanents. Grosso modo, ce sont les pays qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi ces pays, il y a la Russie. Alors aujourd'hui, nous avons 5 membres permanents, dont la Russie, à l'époque c'était l'URSS, et ils se sont octroyés un super pouvoir en droit de veto. Donc aujourd'hui, aucune résolution ne peut passer
sans l'accord de la Russie. Et la Russie, vous devinez qu'elle va s'opposer toujours à l'intervention des forces de l'ONU. Alors, il y a aussi la Chine, qui est membre permanent du Conseil de sécurité. Et à défaut de soutenir la Russie, elle va s'opposer aux autres pays comme la France et comme l'Angleterre. Voilà pourquoi, à mon avis, il n'y aura pas d'intervention. Tout au moins les casques bleus, il n'y aura pas de bénédiction des casques envoyés par l'ONU. Alors, la solution qui reste, c'est une coopération bilatérale. Mais cette coopération aussi, il faut généralement qu'il y ait entente ou au mieux absence de mésentente entre ses membres. Alors, on l'a toujours vu. Chaque fois qu'il y a une intervention de l'ONU, chacun fait ses propres calculs. Et voilà pourquoi ils traînent à intervenir et ils se contentent aujourd'hui d'envoyer des armes. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffira pas. Apparemment, le président russe est décidé à aller jusqu'au bout. Et même, ça pourrait aussi être une façon de faire traîner l'intervention pour que, au moment où ils vont intervenir, ça sera trop tard. Maître Jacques Vitababadje pense par ailleurs que le déclenchement d'une troisième guerre mondiale, comme le pensent la plupart de personnes, n'est pas à envisager. Toutefois, il ajoute que la première victime de cette guerre est la population de ces pays. Suivez encore une fois Maître Jacques Vitababadje. Il n'y aura pas une troisième guerre mondiale pour le moment, je ne crois pas, mais vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de pays qui sont concernés. Alors, aujourd'hui, c'est le président d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui est intervenu avec impossibilité d'intervenir parce qu'ils se sont octroyés ce super privilège du veto. Demain, ça peut être un autre pays, peut-être qui n'est pas membre non permanent ou membre permanent ou tout simplement un pays qui ne fait pas partie du Conseil de sécurité. Là aussi, ça pourrait, ça se complique parce que, comme je le disais tantôt, les pays, quand il s'agit d'intervenir, ils font des calculs, leurs calculs propres. Qu'est-ce qu'ils vont gagner, qu'est-ce qu'ils ne vont pas gagner. Alors, dans tout ça, le paysan ukrainien, c'est lui qui est le plus perdant. Et il attend, on a commencé avec des sanctions qui touchent principalement des sanctions ciblées, qui touchent le président et principalement son ministre des Relations extérieures. Mais par expérience, on a vu que ces sanctions, si elles ne sont pas accompagnées par d'autres mesures, par des interventions, ça ne sert à rien et ces sanctions ne servent à rien. Ou peut-être elles servent à quelque chose, mais à la limite, aujourd'hui, vous voyez les conséquences qui commencent à tomber. Le rouble tombe. Alors, ce sont des citoyens russes, des citoyens ukrainiens qui sont les premières victimes. Donc, tout ça, comme je le disais, montre comment la faiblesse de l'ONU. Et ce n'est pas pour la première fois. On l'a vu dans d'autres pays. L'intervention de l'ONU en Somalie ou dans les pays du Moyen-Orient, toujours on a vu que l'ONU intervenait, mais c'était des sanctions ciblées, mais on voit bien que ces sanctions ne sont pas vraiment efficaces. Toujours sur le conflit ukraino-russe, la Russie ne plie pas face aux sanctions internationales. Elle poursuivra son offensive en Ukraine pour atteindre ses objectifs de démilitarisation de l'Ukraine, selon son ministre de la Défense. Suivez ces images de nos confrères d'Euronews.
La Russie ne plie pas face aux sanctions internationales. Elle poursuivra son offensive en Ukraine pour atteindre tous ses objectifs. La démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, dit encore à nouveau son ministre de la Défense. Et ce matin, elle a bombardé Kharkiv, la seconde ville du pays, déclenchant les réactions des Occidentaux qui dénoncent de possibles crimes de guerre. Des ONG évoquent l'utilisation de bombes à sous-munitions qui ont touché des civils en Ukraine. Le pays est attaqué de toutes parts. Les zones roses sont celles sous contrôle russe. L'armée russe est aux portes de la ville de Kherson où vivent 300 000 personnes dans le sud du pays. Kiev est menacé par ce convoi militaire russe beaucoup plus important qu'on ne le pensait initialement. Les images satellites montrent qu'il s'étire sur 65 km. Sur ces photos, les tanks sont à 25 km du centre-ville de Kiev. Les forces russes ont brutalement tiré aujourd'hui sur Kharkiv à l'aide de roquettes. C'est clairement un crime de guerre. Une ville paisible, des zones résidentielles paisibles, pas d'installation militaire. À Tchernihiv, une ville du nord de l'Ukraine, les habitants découvrent les destructions causées par l'armée russe. En 6 jours de guerre, le nombre de morts sur tout le territoire a dépassé les 350. Ils ont ruiné toute notre vie. Nous avons commencé à vivre comme des êtres humains qu'ils nous laissent vivre. Ici à Berdiansk, dans le sud, au bord de la mer Noire, des habitants résistent comme ils le peuvent. En hurlant, Berdiansk, c'est l'Ukraine, aux troupes russes qui contrôlent la zone. Donc ces images étaient commentées, comme je vous le disais tantôt, par nos confrères d'Euronews. Terminons ce journal par la page sécurité sociale, sécurité plutôt publique. Le Burundi s'est joint ce mardi au monde entier pour la célébration de la journée internationale dédiée à la protection civile. Dans des cérémonies rehaussées par le ministre burundais en charge de la sécurité publique, les différents intervenants dans ce secteur ont été appelés à mettre en place dans leur mode de travail un mécanisme de secours et d'assistance en cas d'urgence humanitaire. C'est un reportage signé Jean de Dieu Ilakote. Dans ces cérémonies rehaussées par le ministre de la Sécurité publique, ceux qui ont pris la parole sont revenus sur l'importance de cette journée. Pour ce ministre, la célébration de cette journée traduit la nécessité de se joindre au monde entier pour faire face aux risques de catastrophes. En guise d'illustration, il évoque plus de 35 000 personnes victimes d'inondations en 2021. Depuis plus d'une décennie, le Burundi enregistre des effets de catastrophes naturelles comme les inondations, les pluies torrentielles, mêlées de vents violents, les glissements de terrain, la grêle et le déficit hydrique qui causent des pertes en vies humaines, des pertes matérielles importantes ainsi que des déplacements massifs de population. À titre d'illustration, la montée des eaux du lac Tanganyika et le débordement des eaux de la rivière Rusizi ont causé le déplacement de 44 222 personnes en 2020 et 35 727 personnes en 2021. Cette journée survient au moment où la protection civile du Burundi connaît des défis comme le rapporte le directeur général de la protection civile et gestion des catastrophes. Il parle de l'opérationnalisation de l'école de la protection civile et de l'insuffisance de matériel de secours. L'école nationale de la protection civile, le centre national d'opération d'urgence et le génie des travaux de protection civile qui ne sont pas fonctionnels constitue un grand défi au bon fonctionnement de la Direction générale de la protection civile de la gestion des catastrophes. Et le Burundi ferait mieux de se doter d'un mécanisme d'alerte précoce multirisque et d'action rapide. Pour être à la hauteur de sa mission, la protection civile a besoin d'un recomplètement en ressources humaines dynamiques et jeunes, en matériel et équipements de secours adéquats,
ainsi que des formations pour spécialisation. Les intervenants dans ce secteur sont appelés à s'activer dans le mode de secours et d'assistance des personnes touchées par les catastrophes. Je lance un appel aux différents acteurs, notamment les agences du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales locales et étrangères, la Croix-Rouge du Burundi, les confessions religieuses, à s'activer pour asseoir les modes d'intervention afin de secourir et assister les personnes en situation d'urgence humanitaire en général et celles des victimes des effets du changement climatique plus particulièrement. Au cours de ces cérémonies, il y a eu remise officielle de la cartographie multirisque du Burundi et équipement d'intervention communautaire. Il y a eu également visite de stands de différents matériels de secours, de matériel jugé insuffisant par leurs responsables. Eh bien, c'est par ce reportage de notre confrère Jean de Dieu Irakodze sur la célébration de la journée internationale dédiée à la protection civile que nous mettons en point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction télévision de m'avoir aidé à préparer ce journal. Bonne suite des programmes. Au revoir.